Bonjour à tous. Je m'appelle Florian Delerue, donc comme ça a été dit, à Bordeaux INP, on est nombreux à être enseignants et chercheurs à la fois. Donc moi, je suis enseignant à l'ENCGID et chercheur dans le laboratoire Géoressources et Environnement. Donc on va rester dans le domaine de la biologie ici, mais à une autre échelle vraiment. Je vais vous parler d'associations de plantes qui se développent ensemble, on appelle ça des communautés végétales, et dans des milieux particuliers, riches en métaux, je vais expliquer ça. Juste pour commencer, quelques photos. Je vais vous parler de ce qu'on appelle des pelouses métallicoles qu'on trouve dans tout un tas d'endroits dans le monde. Vous avez des photos qui représentent ce qu'on trouve dans les Pyrénées, en Ariège. Là, on est dans le nord de la France. Là, on est en Californie, autour de communautés végétales qui se sont développées sur des sols qu'on dit serpentiniques. Donc, pour définir un petit peu ce que sont les pelouses métallicoles, il faut savoir que spontanément, dans la nature, il y a des zones dont les sols sont très très riches en métaux ou métalloïdes, qu'on dit lourds, par exemple riches en zinc, en chrome, en nickel, cobalt, etc. Et ces sols ont la particularité d'être toxiques pour de nombreux organismes vivants. Et pourtant, on va retrouver certaines associations végétales, certaines plantes qui se développent très bien dessus. Et ces plantes, on les a beaucoup étudiées en écotoxicologie notamment, et on a montré des adaptations spécifiques. Je vous en montre deux, là, ça c'est une photo que j'ai prise en Ariège. Vous avez une association entre deux types de plantes qui ont des adaptations vraiment contrastées. La première va accumuler, voire on dit hyper-accumuler les métaux qu'il y a dans les sols. C'est-à-dire qu'on va en trouver encore plus dans ses feuilles que ce qu'il y a dans le substrat, dans le sol. La deuxième, ici en haut, elle a une stratégie d'exclusion, c'est-à-dire qu'on retrouve quasiment rien dans ses feuilles alors qu'on a beaucoup de métaux dans les sols. Donc elle, c'est sa manière de se protéger. Et donc les associations que je vous ai présentées en photo ici, on peut les retrouver donc, dans des milieux anthropisés, notamment dans tous les sites d'après-mine, donc là où on a extrait les métaux. Quand on quitte le site, il reste un certain nombre de résidus. Donc on est dans le domaine qu'on appelle l'après-mine. Mais ça peut se retrouver aussi de manière tout à fait spontanée sur les sols serpentiniques, qui sont des sols particuliers, dans lesquels on va retrouver beaucoup de nickel, de chrome, de cobalt. Par exemple, toutes les mines en Nouvelle-Calédonie, c'est sur des serpentines et on extrait le nickel. Donc les associations que vous avez là, elles sont uniques finalement, elles sont très particulières, elles présentent des associations particulières. Et du coup, c'est des milieux qui sont présents sur des surfaces souvent réduites et des milieux assez rares. Donc ils sont protégés, même protégés au niveau européen. Ça rentre dans le cadre de Natura 2000 notamment. Et où on va retrouver des plantes dont certaines, en tout cas, sont vraiment adaptées et spécifiquement adaptées à ces milieux, car elles sont endémiques, on va les retrouver qu'à cet endroit-là. Donc, du coup, les milieux dont je vais vous parler sont à l'interface entre plusieurs enjeux. D'abord, un enjeu de conservation. Conservation parce qu'on est face à un patrimoine biologique particulier, avec des adaptations très spécifiques, et en plus qui peuvent être utiles pour ce qu'on appelle le phytomanagement, c'est-à-dire la gestion des sites contaminés et pollués, notamment à l'aide des plantes. Donc on a des enjeux de conservation, mais face à ça, on peut aussi avoir des enjeux sanitaires, en particulier dans l'après-mine et dans les sites contaminés, parce qu'il y a parfois un risque de transfert de composés toxiques qui sont présents dans le sol, dans l'environnement proche. On peut aussi avoir un certain nombre d'usages et de pratiques avec les populations voisines de ces milieux-là qui présentent un risque d'exposer ces populations à ces contaminants. Donc on a comme un paradoxe entre ces deux enjeux-là qui apparaît, parce que quand ces formations végétales sont présentes, en fait, on est en présence de sols du coup toxiques. Donc on pourrait considérer que du point de vue de la santé humaine, le mieux ce serait finalement de gérer ces sites de manière à les dépolluer. Mais si on retire la pollution, du coup, les pelouses métallicoles vont disparaître et donc on perd l'enjeu de conservation. Donc il y a un questionnement à savoir est-ce qu'il faut vraiment dépolluer ces milieux pour favoriser les enjeux sanitaires ou alors protéger une forme de biodiversité unique. Alors à l'interface, ou pour répondre en tout cas entre ces différents enjeux, on peut trouver finalement des méthodes de gestion qui permettent de répondre aux deux à la fois. Je vous ai mis une photo ici à gauche d'une pelouse métallicole en Ariège qui est dans un état de développement et de dégradation un petit peu avancé. Donc ici, on a effectivement des problèmes d'érosion de sol, des problèmes de transfert de poussière et de sol dans les ruisseaux en aval, et puis ici, on a des vrais risques de transfert dans l'environnement. À côté de ça, on va trouver ce type de pelouse métallicole dont le niveau de développement est beaucoup plus avancé. Ce sont les mêmes espèces, sauf qu'ici, on a une limitation des poussières, une limitation de l'érosion. Donc quand on atteint ce bon niveau de développement de ces communautés végétales-là, on répond
à la fois à l'enjeu sanitaire et aussi on répond à l'enjeu de conservation de ces milieux-là. Mais finalement, pour passer de cette situation à celle-là, on a besoin de comprendre comment fonctionnent ces milieux d'un point de vue écologique. Il y a différentes choses, c'est qu'on parle beaucoup dans ces études de la présence des métaux dans les sols, mais là, par exemple, on est en zone de montagne, il y a des fortes pentes, on a aussi des processus érosifs. On va trouver parfois ces milieux en climat méditerranéen où il y aura des problèmes de sécheresse. Et donc les plantes que vous voyez là sont adaptées à la toxicité métallique, mais pas que. Elles vont être adaptées aussi aux différentes contraintes du milieu. Donc, dans un premier temps, il s'agit ici de comprendre ces différentes contraintes et de comprendre les adaptations de ces plantes-là à ces multiples contraintes, qui ne sont pas, encore une fois, que de l'écotoxicologie et que de l'adaptation à la toxicité des métaux. La deuxième chose, quand on travaille en écologie, c'est qu'il y a un domaine en particulier qui nous intéresse beaucoup, c'est les interactions entre les organismes, notamment les interactions entre les plantes. Parce qu'on sait que le résultat du point de vue de la communauté végétale dépend en partie des interactions entre les organismes vivants. Et donc on sait finalement assez peu de choses encore sur les types d'effets qu'ont les plantes les unes sur les autres, sur leurs interactions dans ces milieux-là. Donc c'est ça qui nous a amené à développer des recherches en écologie autour de ces milieux-là. Donc pour démarrer des recherches en écologie dans ces milieux, un point de départ peut être d'essayer de replacer les pelouses métallicoles que j'ai mis à droite, dans un contexte plus général de milieux difficiles pour la végétation. C'est pour ça que je vous parle de milieux extrêmes. À travers le monde, beaucoup d'écologues ont déjà travaillé dans les déserts chauds, par exemple dans les zones froides, dans les zones alpines, dans les montagnes, dans les zones subantarctiques, aussi dans les zones salées. Vous avez des dépressions salines en Tunisie aussi. Et donc, à force d'accumuler des études en écologie, on a compris un certain nombre de choses sur le fonctionnement de ces milieux très contraignants. Donc, un point de départ pour nous, ça va être simplement de se poser la question pour savoir si ces milieux-là, qui ont des contraintes particulières, ont des similarités de fonctionnement avec des milieux déjà connus par ailleurs, ou alors si elles présentent des différences particulières. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé des recherches en écologie autour des pelouses métallicoles. Alors, quand on dit recherche en écologie, on peut aborder plusieurs sujets. Et donc, il y en a un, comme je le disais, qui nous intéresse en particulier, c'est celui des interactions entre les organismes et des interactions entre les plantes. Alors, j'essaye de résumer ici, dans un premier temps, ce qu'on sait déjà dans le fonctionnement des systèmes naturels autour des effets des contraintes environnementales sur ce type d'interaction. J'ai représenté ici un gradient de contraintes avec une contrainte environnementale très forte, c'est-à-dire qu'ici, la croissance de la végétation est vraiment ralentie, voire presque impossible. Et à l'inverse, ici, on est dans des milieux favorables où la contrainte est minimale. Alors, dans les milieux où la contrainte est minimale, ce qu'on sait depuis déjà pas mal de temps, c'est que l'interaction dominante, c'est de la compétition. Comment ça se traduit? Vous pouvez prendre une première espèce et regarder son développement tout seul. Au cours du temps, son développement, sa dynamique de population va augmenter. Maintenant, vous prenez une deuxième espèce, vous reproduisez l'expérience et ça va se produire de la même manière. Son développement va augmenter dans le temps. Maintenant, ce qui est intéressant pour étudier les interactions, c'est de les mettre en mélange, en mixture. Et à ce moment-là, on peut voir qu'il y a une espèce qu'on va dire plus compétitrice qui va supprimer la deuxième espèce, qui pourtant se serait développée toute seule. Donc on a ici la différence entre l'espèce qui est capable de se développer et là qui disparaît, on a l'effet négatif de compétition. Du coup, dans la communauté, le résultat, c'est qu'on a des espèces principalement compétitrices qui restent. On traduit ce type d'effet par des indices que l'on peut calculer. Et donc, en cas de compétition, on a des effets négatifs. Donc, l'indice que l'on calcule, il est négatif avec un minimum de -1 ici. Donc, en résumé sur cette partie-là, quand la contrainte est faible, on a des interactions dominantes de type compétitrice avec des indices négatifs qui traduisent ça. Maintenant, quand on va augmenter la contrainte environnementale, qu'on reproduit un peu le même type d'expérience, alors ça ne va plus être les mêmes espèces, mais on va avoir des espèces qui apparaissent qui sont tolérantes à cette contrainte-là. Et donc, elles se développent très bien au cours du temps, leur dynamique de population augmente. On a d'autres espèces qui, quand elles se développent toutes seules dans ces conditions-là, ont tendance à diminuer, tendance à disparaître, parce qu'elles ne sont pas assez adaptées à supporter la contrainte en question. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on cultive ces espèces-là en mélange, en mixture, mais on va voir que celles qui disparaissaient maintenant arrivent à se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a un effet de la première qui continue à se développer, qui va modifier localement le micro-environnement
qui va alléger les contraintes, ce qui permet à la deuxième de se maintenir. Et finalement, dans la communauté, le résultat, c'est un mélange d'espèces, avec des espèces adaptées à la contrainte et d'autres moins adaptées qui sont maintenues grâce à cette interaction-là. C'est une interaction du coup qu'on dit positive, qu'on appelle aussi facilitation, qui se traduit par un indice positif que j'ai représenté ici. Donc, quand la contrainte augmente, on passe de la compétition à la facilitation. Donc ça, c'est des choses qu'on a découvert il y a déjà 25 ou 30 ans en écologie, l'importance de la facilitation dans les milieux contraignants. Mais depuis, les gens et les écologues ont essayé d'aller tirer vers les milieux les plus extrêmes, justement, les plus froids, les plus chauds, etc. Et donc, on s'est aperçu que dans ces milieux-là, on va retrouver des espèces tolérantes à ces contraintes-là, mais elles-mêmes commencent à avoir du mal à se développer. Leur dynamique de population va être réduite. Et l'espèce qui profitait du coup de la présence de la seconde espèce tout à l'heure, mais n'arrive plus à en profiter. C'est-à-dire que les améliorations micro-environnementales ici ne sont plus suffisamment fortes pour permettre à ces autres espèces de se maintenir. Et donc dans les communautés, on a un mélange d'espèces qui sont uniquement hyper tolérantes au type de contraintes qui sont dominantes dans le milieu. Et finalement, en termes d'interaction, ici la réponse est la même avec la plante voisine ou sans la plante. Et du coup, on parle d'une disparition des effets ou d'effets nuls, si vous voulez. Donc on a finalement les interactions entre les plantes dans les milieux naturels, quels qu'ils soient. Hein. Je peux vous parler de déserts, de prairies fertiles, de pelouses alpines, etc., qui basculent selon la contrainte de la compétition à la facilitation vers une disparition des effets. Donc ça, c'était notre point de départ finalement. Maintenant, on va essayer de positionner les pelouses métallicoles là-dedans pour voir finalement quels sont les types d'interactions dominantes. Alors comme ce sont des milieux difficiles, on s'attend quand même déjà au départ à avoir peu de compétition dans ces milieux-là. Alors pour faire ça, on travaille pas mal dans les Pyrénées parce qu'on a des sites qui présentent des gradients avec des niveaux de pollution très contrastés qui sont vraiment adaptés pour répondre à ce type de choses. On ne cherche pas uniquement à avoir une situation de niveau de contamination, de niveau de pollution, mais d'avoir un gradient et d'observer l'évolution des interactions le long de ces gradients. Gradient que j'ai représenté ici, hein. Vous passez d'une zone qu'on pourrait appeler témoin, avec une végétation tout à fait classique pour la zone des Pyrénées où on se trouve, à une zone extrêmement polluée ici, où on n'a plus que des espèces métallicoles. Et donc le long de ce gradient, pour passer de cette situation à celle-là, on a aussi les situations intermédiaires, avec ici une abondance d'espèces métallicoles, mais qui ont un meilleur développement, qui recouvrent bien le sol, et puis une situation encore intermédiaire ici, où ces espèces métallicoles commencent à diminuer, à disparaître. Et à l'inverse, les espèces non métallicoles arrivent un petit peu à se maintenir ici, puis finissent par disparaître. Voilà. Et avec des zones de mélange ici, qui sont particulièrement intéressantes entre ces deux types d'espèces pour étudier les interactions. Alors du coup, pour étudier les interactions, il y a plusieurs méthodologies possibles. La première dont je vous parle ici, c'est une méthode qui est basée sur la distribution spatiale des plantes. Parce qu'on peut comprendre assez simplement que leur distribution, leur positionnement dans l'espace va dépendre de l'effet des plantes voisines. Imaginons dans un premier temps la situation ici où il n'y a pas d'effet d'une plante sur l'autre, d'une espèce sur l'autre. Quand vous les mettez en mélange, l'espèce A et l'espèce B, elles vont avoir une distribution dans l'espace qui est complètement aléatoire. Parfois, elles vont être à proximité, parfois, elles vont être beaucoup plus distantes, et vous avez une distribution qui, mathématiquement, ressemble à une distribution complètement aléatoire. Maintenant, quand vous avez compétition entre deux espèces différentes, vous allez observer une distribution qui est beaucoup plus régulière, qui est beaucoup plus régulièrement espacée que l'aléatoire. C'était un moyen d'éviter la compétition. Les plantes se positionnent à distance maximale les unes des autres, ce qui vous donne cette distribution avec un patron spatial régulier. Et puis la situation correspondant à la facilitation, comme certaines plantes améliorent le développement d'autres plantes, elles vont pousser à proximité les unes des autres. Et on a des agrégations spatiales qui sont bien visibles dans les systèmes naturels. Je vous en ai mis deux photos ici. Là, on est dans la Sierra Nevada en Espagne. Ici, on est dans un désert salé en Bolivie. On peut observer ce type d'agrégation dans les systèmes naturels. Quand vous avez ça, il y a de forts indices que vous soyez en présence d'interactions positives entre les organismes en jeu. Alors du coup, en cas de facilitation, les plantes qui ont un effet positif sur les autres, on appelle ça des nurses, améliorent les conditions micro-environnementales pour les autres. C'est pour ça que les autres poussent à côté. Et ça vous fait ces distributions agrégées. Et donc, si je vous présente ça, c'est que pour répondre à la question des interactions le long des gradients de pollution,
une première chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'étudier cette répartition spatiale le long des gradients que je viens de vous montrer. Et donc c'est ce qu'on a fait dans les Pyrénées. On est de retour dans les Pyrénées ici. On a plusieurs sites à disposition avec ce type de gradient que je vous ai déjà présenté. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé des zones d'études qui sont marquées ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du fil de géomètre là qui nous permet de bien savoir où on se travaille, où on se situe. Et donc on a positionné de manière la plus précise possible toutes les plantes qui étaient présentes dans nos zones d'études, dans ces différentes configurations. Et donc ça nous a amené à un total de plus de 20 000 plantes spatialisées, dont on a la position précise grâce à un GPS différentiel que vous voyez ici. Et ce qui nous a permis d'analyser finalement la répartition par paire d'espèces, agrégées ou régulières ou aléatoires, pour plus d'une centaine de paires d'espèces. Alors je vous mets les résultats de manière synthétique ici, et en proportion du nombre de paires que nous avons pu analyser. Alors on passe d'un niveau témoin à un niveau extrêmement pollué. Avec en rouge, ce qu'on vous a mis, c'est le nombre de paires qui montraient des interactions de type compétitrice, en vert, facilitatrice, et puis pas d'effet spatial détectable en bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un passage clair de la compétition qui est forte dans les milieux témoins et qui diminue, à la facilitation qui augmente, c'est les interactions en verte, qui augmente au fur et à mesure que la contrainte augmente, par contre qui ne disparaît pas dans les milieux les plus extrêmes. La facilitation ici semble se maintenir, voire augmenter. Donc ça, c'est déjà un résultat qui va nous intéresser en termes d'application, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais surtout qui était étonnant par rapport à d'autres systèmes extrêmes pour les plantes. Alors, jusqu'à maintenant, on a le sens des interactions. Par contre, on n'a pas du tout les processus. Si on veut pouvoir avoir des recommandations appliquées pour ces systèmes-là, il faut en comprendre les processus. Alors, quand on étudie la facilitation, en fait, ces processus, ils peuvent être nombreux. On est dans un cadre de sol toxique, donc peut-être que des effets de facilitation s'expriment à travers des effets racinaires de diminution de la toxicité du sol. Mais il y a plein d'autres choses possibles. Dans ce type d'études-là, il y a souvent des effets microclimatiques, avec des effets d'augmentation de l'humidité de l'air, des effets d'ombrage, des effets dans les zones de pente, de stabilisation des sols et de limitation de l'érosion. Donc c'est tous ces processus qu'il faut arriver à décortiquer pour savoir qu'est-ce qui est en jeu dans nos milieux avant de pouvoir aller un petit peu plus loin. Il y a aussi un effet négatif possible dont je n'ai pas encore parlé, c'est que les plantes qui accumulent les métaux dans leurs feuilles, dont je vous ai parlé tout au début, eh bien, ces feuilles, quand elles tombent, ça forme une litière qui du coup est très riche en éléments métalliques et donc toxique pour les plantes voisines. Donc ça, c'est plutôt un effet négatif. Donc on a un ensemble d'effets possibles, certains positifs, certains négatifs, il faut arriver à faire le tri entre tout ça. Donc on est bien obligé à ce moment-là de rentrer dans des démarches plus expérimentales, que je vous ai représentées ici avec ces deux photos, où on va par exemple modifier finalement la présence des plantes qui auraient un effet ou pas. Ce qui est représenté ici, c'est qu'on va s'intéresser au développement de la petite plante verte ici, à l'intérieur de la plante qui pourrait avoir un effet ici, ou en milieu complètement ouvert, on appelle ça l'open, ou alors là où la plante était présente, mais on en a retiré sa canopée. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc on a trois conditions possibles de comparaison. Le développement en milieu ouvert, le développement à l'intérieur de la plante, et le développement là où on a retiré la canopée de la plante. Et bien sûr, dans ces situations-là, on suit le développement de plantes témoins, et puis on va suivre tous les paramètres environnementaux aussi pour savoir ce qui se passe. Je vous donne juste un élément de résultat ici, parce qu'on est en train de mener de nombreuses expériences sur ces sujets-là pour essayer de comprendre les processus. Dans un de nos sites d'études, toujours dans les Pyrénées, on avait une très forte dominance de deux espèces que je vous ai montrées ici en photo, le gypsophile rampant et la minuarcie printanière. Et puis au milieu, on avait quelques individus de cette espèce-là qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver dans des milieux pollués, qui est la campanule. C'est une espèce qu'on trouve beaucoup dans des milieux beaucoup plus favorables, donc elle n'était pas trop à sa place ici. Donc on s'est posé la question de l'effet de ces plantes dominantes sur celles-là. Alors pour comprendre les effets, déjà il y a un premier élément à dire, c'est que ces plantes-là, elles ne sont pas complètement équivalentes d'un point de vue écologique. Celle-là, c'est une plante qui va pousser très vite et qui va accumuler des métaux dans ses feuilles et potentiellement dans sa litière. Celle-là, au contraire, a une stratégie de croissance beaucoup plus lente. Et par contre, les métaux sont très peu présents dans ses feuilles et du coup dans la litière aussi. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le développement de cette petite plante-là dans les trois situations dont je vous ai parlé. Dans un milieu ouvert,
là où il y avait la plante, on a retiré la canopée, et en plein milieu de la plante. Alors le premier effet qu'on a vu, c'est un effet d'amélioration microclimatique. On a pu mesurer notamment l'humidité de l'air dans les périodes sèches en été, et on voit bien qu'à l'intérieur de cette plante-là, l'humidité de l'air est bien meilleure, et donc les effets de sécheresse sont bien moins forts. Tout simplement parce que la plante évapotranspire, et c'est d'autant plus vrai que cette plante pousse vite, donc elle transpire beaucoup. Cet effet favorable microclimatique, on l'a un petit peu vu aussi pour cette deuxième espèce, mais c'était moins marqué. Donc quand on compare le développement de cette plante-là dans cette situation ou celle-là, elle se développe mieux ici grâce aux améliorations microclimatiques. La deuxième comparaison qu'on a pu faire, c'est donc la comparaison entre le milieu complètement ouvert et le milieu où la plante était présente, mais on en a retiré la canopée. Donc s'il reste des choses à voir, ça va être lié aux effets de modification de sol sur le long terme par la présence de ces plantes-là. Pour cette espèce-là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait le développement de notre espèce cible, finalement, des effets, était réduit. Et comme on a pu mesurer une présence très très forte dans les litières et dans le sol de métaux dus à cette plante qui pousse vite et qui accumule les métaux, on pense ici à un effet, une interférence chimique négative, on appelle ça de l'allélopathie, qui diminuerait finalement le développement des plantes entre cette situation et celle-là. Ici, on n'a pas retrouvé cet effet négatif. Au contraire, on a eu un développement amélioré, c'est-à-dire que les conditions de sol ici sont meilleures que là. Alors ça peut être lié au développement racinaire, à la présence de matière organique, à l'activité enzymatique. Dans les sciences du sol, on sait que à travers ces mécanismes-là, on a souvent une diminution de la toxicité des métaux. Donc si je résume, pour cette plante-là, on a un effet négatif, puis un effet positif, et quand on regarde la somme de tout ça, les effets nets, on ne voit plus rien. Ici, on a un effet qui apparemment est nul. En fait, c'est la combinaison d'un effet négatif et positif. Alors qu'ici, on a un effet positif, un deuxième effet positif plus léger, et là, on a une très très forte facilitation qui est apparue. Donc, à travers ce type d'études, on arrive à commencer à identifier les processus en jeu, et on sait que si on veut se servir de ces processus-là pour améliorer le développement de la végétation dans les anciens sites miniers, par exemple, on va pouvoir s'appuyer sur certaines plantes et certains processus, mais pas d'autres. Alors, si vous voulez avoir une vue un petit peu complète de ce qu'on fait, voilà, donc on a un site internet où on répertorie nos activités et nos domaines de recherche. Ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est principalement quelques approches d'écologie. Il faut savoir que pour faire ce travail, on a aussi besoin d'avoir une très très bonne connaissance en physique et en chimie de l'environnement. Les gradients qu'on étudie, ce sont des gradients de pollution, certes, mais il y a tout un tas d'autres choses qui sont importantes pour la végétation, les nutriments, le relief, l'érosion. Donc on travaille beaucoup pour caractériser ce qui se passe le long de nos gradients avec des laboratoires partenaires. Et puis on a aussi une approche un petit peu novatrice à travers l'imagerie aérienne et l'intelligence artificielle, parce que comme on peut interpréter ces processus à travers la distribution spatiale des plantes, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait acquérir des images à très haute résolution de nos pelouses métallicoles, dans nos pelouses métallicoles. Très haute résolution, ça va essayer de nous permettre, en tout cas si on y arrive, d'avoir des méthodes de reconnaissance automatique individuelles de chacune des plantes dans nos milieux pour pouvoir produire des cartes de végétation à beaucoup plus grande échelle et pour pouvoir observer si les interactions qu'on observe, nous, sur des surfaces très réduites, sont toujours valables quand on change d'échelle. Alors, des éléments de conclusion, parce que finalement, j'avais mis un point d'interrogation ici pour savoir si ces milieux extrêmes-là étaient originaux. Est-ce qu'ils ressemblent aux autres milieux extrêmes pour les plantes ou est-ce qu'ils s'en différencient? Alors déjà, pour vous redire, mais oui, c'est bien des milieux extrêmes de par les niveaux de toxicité très très fortes qu'on observe. Quand on est dans les milieux les plus extrêmes qu'on étudie, il n'y a plus que 3 ou 4 plantes qui arrivent à se développer, et encore, même ces plantes hyper tolérantes commencent à avoir des gros soucis. Donc des milieux extrêmes originaux via une biodiversité unique, c'est ce que je vous disais au début, il y a des enjeux d'espèces endémiques fortes et de protection et de conservation de ces milieux. Maintenant, quand on regarde le fonctionnement écologique, d'abord, on a trouvé quand même pas mal de similitudes avec les milieux contraignants pour la végétation à travers le monde. Je parle des déserts et des zones alpines, par exemple. Notamment via le peu de compétition entre les organismes et la forte facilitation entre les plantes. Par contre, contrairement à ces autres milieux contraignants, on a vu que la facilitation semblait se maintenir dans les situations les plus contraignantes. Donc ça, c'est un élément nouveau et qui peut être intéressant parce que l'idée, c'est de se servir de cette facilitation
pour atteindre l'objectif dont je vous parlais au début, hein, assurer le développement maximal des peloses métallicoles pour à la fois répondre à l'enjeu sanitaire, mais aussi à l'enjeu de conservation. Et puis, bien sûr, on est quand même avec certains processus qui sont spécifiques à ces milieux, en particulier ce qui concerne la diminution ou l'accentuation par la présence des plantes voisines des effets toxiques du substrat. Et d'autres, par contre, on a aussi d'autres processus beaucoup plus classiques comme les changements microclimatiques. Donc voilà un petit peu par quel type d'approche en écologie on a pu aborder ces milieux-là. On démarre, on a un projet de recherche avec des partenaires qui avancent. Et puis, donc, si vous avez d'autres envie d'en savoir un petit peu plus, je répète, on a notre site internet qu'on alimente régulièrement pour montrer ce qu'on fait, qu'on met à jour. Hein. Et puis voilà, une dernière photo pour vous montrer qu'on a beau avoir des milieux extrêmement toxiques, voire dangereux quand on baisse les yeux, quand on lève les yeux dans les Pyrénées, c'est pas mal aussi. Voilà. Merci de votre attention. Merci Florian pour cet exposé très intéressant. Alors moi, je voulais vous poser une question pour être sûr de bien comprendre finalement la finalité de ces études. Quand on aura bien compris les conditions optimales de croissance de ces plantes sur ces sols extrêmes, l'idée, ça serait de les réintroduire. Dans les Pyrénées, par exemple, sur ces anciens sols miniers, ça serait de réintroduire ces plantes de façon dirigée? Alors, elles sont présentes dans certaines zones. Le problème, c'est qu'il y a des zones où elles sont, le taux de recouvrement du sol est très faible. Donc, même dans ces sites où elles sont présentes, l'idée, c'est de trouver les contraintes fortes pour ces plantes-là, voir si les mécanismes de facilitation permettent de diminuer la contrainte entre les plantes et d'appuyer dessus, hein, d'avoir une démarche d'ingénierie maintenant, où on intervient dans le milieu pour permettre d'augmenter le développement total de la végétation. En fait, les stratégies d'adaptation des plantes à la toxicité métallique, c'est hyper étudié, c'est hyper connu par plein de gens. Ce qui est moins connu, c'est au contraire les processus de facilitation. Est-ce que ces interactions positives dont je vous parle, est-ce que ça peut faire partie de la boîte à outils qu'on aurait pour gérer ces sites-là? Si vous regardez par ici, dans ces zones-là, dans les zones de plus forte pente, par exemple, on a bien vu qu'il y avait des plantes qui stabilisaient les sols. On a beau être dans un milieu extrêmement pollué, ici, il y a un enjeu sur la stabilisation des sols. Il y a des premières plantes en coussin qui se développent et toutes les autres se mettent juste en aval, dans le sens de la pente. Ça montre un effet de stabilisation de sol. Donc, par exemple, maintenant qu'on a compris ça, une des recommandations, ça peut être d'essayer de faire des terrasses, de limiter les mouvements de sol et la pente. Et si on fait ça, la toxicité métallique va rester, mais le développement de la végétation va s'améliorer, parce qu'on aura allégé la deuxième contrainte. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'alléger les contraintes possibles et d'intégrer dans les outils pour le faire la facilitation quand elle est pertinente. J'ai une question complètement stupide, mais donc ces milieux sont très très complexes et oui. Normalement les scientifiques, quand ils ont un truc complexe à comprendre, ils font d'abord des manips un peu ex situ, un peu modèles simplifiés. Est-ce qu'il y a une approche qui est faite en parallèle où on ferait pousser ces plantes dans un milieu artificiel avec le contrôle de l'humidité, avec le contrôle de la température, de la pente, etc. Ou est-ce que tout se fait toujours in situ, où il y a tellement de paramètres que ça devient presque impossible? Il y a d'autres chercheurs qui ont des approches beaucoup plus en laboratoire, en milieu contrôlé, et qui étudient les interactions aussi entre les plantes dans ces milieux-là. Donc c'est bien, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur les mécanismes potentiels. Par contre, quand on passe in situ, des fois on a des contradictions fortes entre le labo et le terrain. Donc l'idée, nous, on complète la partie terrain, et c'est aussi de compléter les connaissances de ce côté-là. Et il faut les deux, en fait. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent en milieu très contrôlé, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur le terrain, et c'est en faisant les deux qu'on va voir les points de jonction au niveau de la complémentarité des résultats pour savoir ce qui se passe vraiment. Donc il y a des gens qui le font en milieu beaucoup plus contrôlé. Par exemple, je vous ai parlé un tout petit peu d'allélopathie à travers l'accumulation des métaux dans les litières. C'est des choses qui sont bien connues en laboratoire, en milieu contrôlé. Sur le terrain, je n'ai pas insisté là-dessus, mais si je vous remets cette photo,
Le problème de l'allélopathie, ici, j'y crois pas du tout. Toutes les plantes sont adaptées à la toxicité métallique. Donc elles ne sont pas sensibles à l'accumulation des métaux par les litières des plantes voisines. Par contre, peut-être que dans ces situations intermédiaires-là, si on a des plantes qui accumulent dans leurs feuilles et dans leurs litières des métaux, là, peut-être que l'allélopathie, qui est dite élémentaire, peut-être que ça peut marcher. Mais quand on fait que du laboratoire, finalement, on a une preuve de concept et il nous manque le positionnement dans les systèmes naturels. Voilà. Donc on s'inspire des expérimentations laboratoires et on essaie de retrouver ou pas les mécanismes in situ. Un dernier élément de réponse, c'est qu'on a un projet, cette fois-ci lié à l'enseignement à travers l'NCGID, parce qu'on a un nouveau bâtiment, donc on a tout un projet aussi porté sur l'enseignement. Et on a prévu, alors si on y arrive, en termes de financement notamment, mais de créer des mésocosmes pour, en ramenant des sols que vous avez là, cultiver les plantes seules ou en mélange, et pour aller un petit peu plus loin quand même et contrôler un peu mieux les choses. Voilà. On sait très bien que c'est important. Nous, on aime beaucoup le terrain. Il y en a qui aiment beaucoup plus le labo. Je pense qu'il faut les deux. Et voilà. Merci. Bonjour, j'avais une question. En plus de limiter l'érosion des sols, est-ce qu'on peut les utiliser du coup pour dépolluer les sols grâce à l'accumulation dans les plantes? Oui, alors les plantes hyperaccumulatrices, oui, ça, elles sont utilisées pour ça. Par contre, il ne faut pas les laisser sur site. Si vous les laissez sur site, les feuilles retombent, la litière se décompose, et finalement vos métaux ils restent sur place. Donc c'est ce qu'on appelle la phytoextraction dans ce cas-là. Il faut utiliser les plantes hyperaccumulatrices, mais après il faut les récolter, il faut traiter ça en dehors. Voilà, ça se fait, ouais. Par contre, je vous dis, il y a des approches très agronomiques dans le phytomanagement. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on peut, pour optimiser tout ça, est-ce qu'on peut utiliser la facilitation, les interactions positives dont je vous parlais. Ça, c'est des domaines, pour l'instant, ça ne se fait pas, en fait. Donc, on étudie, et après, peut-être qu'il y aura des applications. Ok, merci. Et les moutons? Oui. Tu rigoles, mais ils font partie du système d'études et ils font partie des financements qu'on recherche actuellement pour augmenter la complexité en termes d'interaction du système et faire intervenir les moutons. Mais pas que les moutons, il y a les criquets aussi, enfin ce qu'on appelle les herbivores. Les moutons, oui, parce que ce sont des zones de montagne où il y a en fait du pâturage en été, hein, et les moutons passent. Et contrairement à certains insectes qui ont la capacité, on dit qu'ils goûtent, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à mâcher le tissu végétal et ils vont s'arrêter s'ils sentent que ça leur est pas bon. Les moutons ne font pas ça. Les moutons mangent les plantes que je vous ai montrées, au point que dans les abattoirs dans la région, tout ce qui est foie, rate, etc., c'est mis de côté, c'est brûlé, ça ne peut pas être commercialisé. Donc il y a des enjeux de ce côté-là liés aux moutons. Donc on aimerait bien pouvoir compléter ces dispositifs avec des zones d'exclusion de moutons, des zones où on les laisse, et observer la dynamique et comment elle se développe. Donc on y pense aux moutons, ils sont importants. Mais du coup, ça empoisonne les moutons ou c'est juste les moutons qui deviennent non comestibles ou non... Alors, ce qu'il y a, c'est que les brebis, c'est des brebis en fait, qui sont dans ces zones-là, elles font un été, après elles partent à l'abattoir. Si elles y passaient leur vie à manger ça, je pense qu'elles auraient des problèmes de santé. Là, elles y passent 2-3 mois, et je pense que les problèmes de santé n'ont pas le temps d'arriver. Ce qui est sûr, c'est que si des organismes vivants mangent ces choses-là de manière régulière et de manière prolongée, il y aura des problèmes. Je n'ai pas parlé finalement des éléments chimiques. On a du zinc et du plomb dans ce milieu-là. Il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus problématiques dans les Pyrénées, c'est le cadmium et l'arsenic, par exemple, qui à des doses beaucoup plus faibles vont être toxiques. Et il n'y a pas d'organismes vivants qui peuvent digérer ça? Est-ce qu'il y a des organismes vivants qui sont capables de digérer ça? Oui. Ça fait partie des questionnements. Alors, il y a une théorie en écologie qui essaye d'expliquer pourquoi il y a des plantes qui hyperaccumulent. C'est super dangereux, faire accumuler dans les feuilles, juste à côté de l'appareil photosyntétique. Pourquoi amener à cet endroit-là des concentrations très importantes en zinc, en cadmium, etc. Certains écologues ont proposé que ce soit pour réduire
la pression d'herbivorie, parce que les herbivores ne vont pas manger ça parce que ça leur est toxique. Le problème que j'ai avec ce raisonnement, qui marche en laboratoire, on parlait du laboratoire, quand on fait goûter ces plantes-là à des criquets ou à des chenilles, elles crèvent en labo, ça c'est clair. Sur le terrain, entre les organismes, il y a des interactions qui conduisent à de la coévolution. Et dans les milieux où toutes les plantes sont riches en métaux, je pense que les herbivores, notamment les criquets, ont pu évoluer et être capables, au niveau métabolique, de gérer ça. De quelle manière, ça je ne suis pas spécialiste, mais il y a certainement des adaptations aussi. Ok. Une dernière question très rapide. D'abord, merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir s'il y a une spécificité de ces plantes par rapport aux métaux qu'elles accumulent. Ou parce que les conséquences, c'est ma deuxième question, quand on veut les implanter sur un terrain à dépolluer, est-ce qu'il y a des choix difficiles à faire en termes de choix de plantes, quoi? Oui, en fait, les mécanismes, j'en ai pas beaucoup parlé, mais soit l'exclusion ou l'accumulation, c'est deux mécanismes qui sont génériques. Par contre, selon si on est dans des zones, il y a des collines de cuivre en République démocratique du Congo, par exemple. Quand on est en Nouvelle-Calédonie, on a du nickel. Ici, on a du zinc et du plomb. Ce n'est pas les mêmes espèces qui font ça. Par contre, les mécanismes ressemblent. Il y a des gens qui vont très loin en biologie moléculaire pour identifier les gènes responsables de tout ça, etc. Ça, c'est moins notre domaine. J'imagine que ça se passe de manière différente à ces échelles-là. Par contre, du point de vue du fonctionnement global de l'organisme, de la plante, l'exclusion et l'accumulation, voire l'hyperaccumulation, c'est des choses qui marchent pour le cuivre, le plomb, le zinc, le cadmium, le nickel, et j'en oublie encore 2 ou 3. Ouais. Et c'est spécifique aux métaux, ou on pourrait éventuellement les trafiquer un petit peu pour accumuler des phytosanitaires qui auraient été répandus en excès? Je pense à la chlordécone, par exemple. Ah là, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment, en fait, pourquoi il y a eu ces stratégies qui existent, en fait? C'est ce que je disais un petit peu, mais des substrats très riches en nickel, en cuivre, en zinc, en plomb, ça existe. Et du coup, au cours de l'évolution, il y a eu des adaptations qui ont été mises en place. Et on s'en sert aujourd'hui pour faire de la phytorémédiation, etc. Les polluants organiques, en tout cas certains dont vous parlez là, c'est plus récent. Donc là, je m'y connais moins bien. Par contre, malgré tout, il y a des gens qui étudient, par exemple, sur la dieldrine, qui est un pesticide organochloré. Olivier, tu me corriges si je dis des bêtises. On a trouvé qu'il y avait des variétés de courgettes qui accumulaient quand même pas mal ça. Et donc il y a des gens qui commencent à se dire, si on a trouvé des variétés qui accumulent, je ne connais pas les mécanismes physiologiques, mais est-ce qu'on peut s'en servir pour dépolluer, extraire, etc. Donc là, ça devient du cas par cas. En tout cas, pour les métaux, on sait que ça existe. Voilà. Tu parles d'adaptation, mais c'est quoi l'échelle de temps en fait? L'échelle de temps, Ouais. pour savoir la présence de ces métaux, là, par exemple dans les Pyrénées, là, dans les sols. Alors là, les mines sont arrêtées depuis 60 ans. Mais pourquoi on a fait des mines à cet endroit-là? Parce que les montagnes sont pleines de métaux. Même, alors j'ai lu des écrits, alors c'est un écrit ancien, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais qui disait que avant de creuser pour trouver un nouveau filon, les gens regardaient les plantes. Et quand il y avait ces plantes-là, ils creusaient. C'est très ancien. C'est très ancien. C'est pour ça qu'il y a eu de l'adaptation. Ces sols-là existaient avant qu'on fasse des mines. Maintenant, quand on a fait des mines, on a concentré encore plus et on a des milieux encore plus toxiques aujourd'hui. Bon, mais merci.